Mais pareil, Jean-Pierre, bonsoir, bonsoir. Alors, avant qu'on parle directement du sujet qui nous amène ici sur cet échange un peu bizarre, puisqu'on est quand même pas en vrai, et ça, quelque part, ça gratte différemment, on va dire. Je voudrais d'abord faire une petite présentation juste du romancier Nils Barelon, qui sera le plus courte possible et terminer après, par le livre, on échangera plus longuement sur le livre et sur tes œuvres précédentes. Alors, Nils Barelon, si j'ai bien tout lu de ta biographie, tu es un pauvre fonctionnaire de l'État républicain et tu es partagé, on va dire, entre l'amour des sciences et l'amour de la littérature et de la comédie, j'ai l'impression. Et donc, ma question, c'était comment, après avoir entrepris une carrière littéraire très tournée vers des policier plutôt classique, avec des enquêtes très très classiques et un humour presque potache, tu en es arrivé à faire des œuvres qui sont sans doute plus, je sais pas, plus proches d'un univers de recherche, alors soit d'histoire, soit de science, puisque les deux derniers livres que moi j'ai lus de toi mettent vraiment en avant la recherche. Donc voilà, quelle est ton évolution? Est-ce que c'est censé? Est-ce que c'est juste du zapping? Alors, en fait, effectivement, tu parles de ces deux premiers livres qui sont un petit peu potaches, et c'est vrai que je le reconnais bien humblement. Euh, Ces deux premiers livres, en fait, ont été publiés pour une raison bien simple, c'est que je les ai proposés au prix du Quai des Orfèvres. Tu n'ignores pas que le prix du Quai des Orfèvres, c'est le prix le plus, alors prestigieux, je vais mettre des guillemets, mais en tout cas le plus célèbre, le plus connu des prix de romans policiers, qui est attribué sur manuscrit anonyme. Et donc, je m'étais lancé là-dedans un petit peu par défi. Je t'avoue, franchement, après mon agrégation, j'avais envie de souffler parce que choper l'agrégation, il faut bosser pas mal. Et je m'étais donné comme défi de gagner le prix du Quai des Orfèvres. Et donc, je suis parti dans le roman policier. Alors, tu vois, finalement, le choix du polar, c'est un petit peu fait comme ça, sur un coup de tête. Une de mes références de roman policier, à l'époque, parce que je te parle de ça, ça remonte déjà à plus de 10 ans, et ben, c'était San Antonio. Et j'adore San Antonio, j'ai lu tout San Antonio, mon grand-père les avait tous et je les ai tous lus. Et donc, tout naturellement, un petit peu, j'ai envie de dire, les premiers romans policiers que j'ai écrits, et ben, c'était du San Antonio. Le commissaire qui s'appelle Niels Kuhn, c'est un petit peu mon double. Et j'y ai mis mon humour, mon personnage, mes tics, ma famille. Tous les amis qui les lisent me reconnaissent, mais de façon non équivoque. Et puis, après, je me suis pris au jeu j'ai eu envie ouais, de fouiller un petit peu plus, d'aller voilà, de faire des trucs peut-être un peu plus soutenus, un peu plus fouillés, un peu plus pointus. Ça a commencé avec la position des tireurs couchés, qui là est un hommage non caché, hein, je le revendique pleinement et je fais attention avec le terme hommage parce que à Jean-Patrick Manchette. Voilà, je suis tombé dans Jean-Patrick Manchette. Alors c'est pareil, j'ai bouffé tous les Jean-Patrick Manchette et j'ai écrit La position des tireurs couchés qui m'a demandé quand même pas mal de recherches sur la guerre en Bosnie, voilà, des choses comme ça. Et puis après, La lettre et le peigne, l'idée est venue un jour comme ça, au ski, je me rappelle, j'ai trouvé l'idée et puis je me suis lancé dans le truc et je me suis aperçu qu'il fallait vraiment là faire des recherches. Et je me suis aussi aperçu que j'adorais ça, faire des recherches. C'est vraiment la partie immergée de l'iceberg dans l'écriture d'un roman, mais qui est fort, fort sympathique. Quant au neutrino, eh bien le neutrino, je suis prof de sciences et tout doucement l'idée d'écrire un roman vraiment scientifique tout en restant dans le polar m'est venue et je suis un jour tombé par hasard sur une émission de radio qui parlait d'Ettore Majorana. Et quand j'ai connu sa biographie, je me suis dit, mon gars, tu tiens ton sujet parce que la vie de ce savant italien est tout simplement romanesque. Donc là, je me suis lancé et aussi avec énormément de recherches parce que je voulais vraiment faire quelque chose qui ne soit pas vulgarisé au niveau scientifique. Donc j'ai vraiment, vraiment bossé pour produire le neutrino. Très bien. Alors effectivement, ce livre-là sort de l'ordinaire dans le monde du polar. Le polar, d'une manière générale, est assez sociétal et souvent politique. Pas mal ont abordé la question de l'histoire, de la grande histoire. Bon, on ne va pas tous les citer, mais parmi ceux qui sont édités dans la même maison que Niels, il y a Maurice Guéran qui adore parler d'histoire.
Niels en parle beaucoup dans La lettre et le peigne, en nous parlant à la fois du Berlin d'après-guerre et du Berlin de 53, et puis un peu de Paris aujourd'hui, enfin en 2012, parce que c'était au moment où il situe l'action de son livre. Mais dans le neutrino de Majorana, on est dans une vraie enquête, une double enquête, j'ai envie de dire, avec d'une part la question d'un crime à résoudre. Je vais parler des protagonistes après. Et puis le double mystère de Majorana, qui est en fait non seulement un scientifique extraordinaire, qui a été cité par Fermi comme étant l'égal de Newton ou de Galilée, donc on est quand même, on va dire, dans la très très haute sphère de la science. Ce scientifique, il a quand même eu deux mystères, on va dire. Un, il a disparu en 1938, et alors il y a plein d'hypothèses. Je pense que Niels va les citer après, savoir ce qu'il est devenu, s'il est mort en 1938 par suicide ou s'il a disparu en Amérique du Sud. Et puis, il y a un autre mystère, c'est que tout ce qu'il a dévoilé, tout ce qu'il a trouvé, en fait, il a fallu 80 ans pour qu'on puisse prouver l'existence du neutrino de Majorana. Ce qui veut dire que cet homme était réellement un génie, puisque avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, et c'est d'ailleurs l'objet du livre, un outil comme le CERN, il a fallu tout ce temps-là pour arriver à prouver ce que Majorana disait en 1930. Donc ma question, alors moi je sais que Niels Barrellon est professeur de sciences physiques, Majorana est reconnu comme physicien, comme grand physicien, mais au sein des physiciens, il est surtout reconnu comme mathématicien. Et Niels a réussi dans ce livre qui démarre alors par un clin d'œil déjà extraordinaire, par un crime qui a lieu au CERN, mais sur la frontière franco-suisse. Donc déjà le petit jeu de monter une équipe franco-suisse avec un inspecteur Zellweger très rigide, très posé, très suisse, et qui met du temps à réfléchir, mais qui réfléchit bien, on va dire. Et puis deux officiers de police judiciaire français qui viennent de la gendarmerie, avec en particulier le personnage le plus en avant, c'est Boudier, qui est un type qu'on sent un petit peu borderline, et on met du temps à comprendre pourquoi. C'est tout simplement qu'il souffre d'une maladie qui lui occasionne des passages, je sais pas, c'est pas le syndrome de la Tourette, mais quelque part c'est assez violent, quoi. Et donc déjà ça commence par une collaboration autour d'un crime, un crime qui a lieu sur une frontière, et en fait ce crime-là, la résolution de ce crime n'est qu'un prétexte à enquêter sur la vie de Majorana. Donc j'ai une première question là-dessus, c'est est-ce que tu as découvert Majorana seulement récemment ou depuis un moment, mais c'est un fait récent qui te l'a remis en mémoire et tu avais envie de parler de ce personnage extraordinaire? Alors non, non, je connais Majorana depuis 3-4 ans parce qu'effectivement, c'est en écoutant une émission de radio, la conversation scientifique qui est animée par Étienne Klein, sur laquelle le sujet était Ettore Majorana, que j'ai découvert l'existence de ce personnage parce qu'effectivement, on aura du mal à le trouver dans les livres de physique. C'est quelqu'un qui a laissé peu de choses. Et en tout cas, les choses qu'il a laissées sont intelligibles pour pratiquement personne. Donc, on ne le trouvera pas dans des livres de lycée ou de collège, Ettore Majorana. Donc, en entendant cette émission de radio, c'est comme ça que j'ai découvert ce physicien juste extraordinaire. Et surtout, ce qui m'a frappé, parce que des physiciens extraordinaires, il en existe, quoique lui était vraiment d'un calibre quand même vraiment important, c'est surtout la vie qu'il a menée qui est vraiment. Je veux dire, j'ai pas eu à me forcer pour créer du romanesque avec sa vie. Sa biographie est romanesque et il sort en beauté de façon vraiment théâtrale, dramatique, très polardesque en fait. Oui, tout à fait. Et là, moi, ce que j'ai été frappé, c'est par la similitude des choses. C'est-à-dire que le livre est sorti en automne dernier, si j'ai bonne mémoire, en octobre 2019. L'émission que tu as entendue, c'était il y a 3 ans, comme tu viens de le dire. Et en fait, la preuve la plus élaborée, on va dire, par le CERN de l'existence du neutrino date de 2018. Donc, enfin, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment dire ça, mais cette similitude des faits est super important. Et là, j'ai une question vraiment prégnante, c'est tu as commencé à écrire avant
qu'on découvre que Majorana avait raison, ou tout est arrivé après et là tu t'es dit, ouais, je tiens un truc. Alors, tu as raison. J'ai commencé à écrire avant que Majorana ne commence à occuper le devant de la scène. Des recherches, un des premiers trucs sur lequel tu vas, c'est Wikipédia. Alors, nous, on est les premiers à dire à nos élèves, attention, vérifiez vos sources. Wikipédia, c'est génial, mais ce n'est pas la seule source possible. Et il se trouve que quand j'ai attaqué ce bouquin sur Majorana, la page Wikipédia d'Ettore Majorana devait faire 4 lignes. Je ne te mens pas, elle devait faire 4 lignes. Il y avait date de naissance, mort, peut-être un peu ses travaux, mais même pas vraiment beaucoup. Et puis j'ai commencé à rentrer dans le truc. J'ai lu pratiquement tous les bouquins qui sont sortis sur Majorana en français, et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Et effectivement, là, en 2020, maintenant, si on retourne sur la page Wikipédia de Majorana, elle a enflé de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un buzz qui s'est créé autour de Majorana là dans les 2-3 dernières années. Et donc, bah, c'est un peu un hasard que je me sois intéressé à lui. Et bah, j'ai bien fait parce qu'il a le vent en poupe, Majorana. Il a vraiment le vent en poupe. Désolé, on a été un tout petit peu coupé. Et donc, moi, il y a ça qui m'a frappé. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que les derniers articles qui parlent de Majorana sont sous la signature d'une physicienne qui s'appelle Ana Lopez. Et toi, la personne qui meurt et qui s'intéressait aux travaux de Majorana pour laquelle l'enquête est conduite, est aussi une latino-américaine. Et donc, à un moment, j'étais un peu perdu parce qu'en fait, moi, j'ai lu le bouquin. Je connaissais absolument pas Majorana. Je connaissais son nom, c'est tout, mais je connaissais pas du tout sa vie ni rien. Et donc, en lisant le bouquin, comme souvent quand on lit un livre et qu'on s'intéresse au sujet, on cherche, on creuse, etc. Et là, quand j'ai vu toutes ces similarités, je me suis dit, mais en fait, Niels Barillon nous ment en disant qu'il est petit professeur de physique à Paris. Et en fait, il bosse au CERN, ce type. Et non, c'est vraiment, effectivement, ça relève de la coïncidence, de la chance. Alors après, j'ai bien bossé sur ce bouquin, j'ai bien bossé, et il se trouve que j'avais une connaissance qui travaille au CERN. Et quand je me suis lancé un petit peu dans le roman, une fois que ma trame a été construite, ben, je l'ai appelé et puis je lui ai dit, écoute, je voudrais visiter le CERN. Et il m'a dit bingo. Et il m'a fait un pass parce que c'est pas évident d'entrer au CERN. Hein. On y rentre par petits paquets, il faut réserver. C'est assez ouvert aux scolaires, mais enfin, c'est quand même un lieu de recherche assez pointu qui n'est pas ouvert à tout le monde, c'est pas ouvert au public. Et j'ai eu la chance, vraiment, là, vraiment, je le remercie 1000 fois. Alain, si jamais tu es là, merci encore, de visiter le CERN de fond en comble, vraiment. J'ai découvert le capteur Atlas qui est dans le Large Hadron Collider. Alors, c'est juste extraordinaire. Hein. C'est un capteur qui fait la taille d'une cathédrale, qui est enfoui sous terre, sous la frontière franco-suisse. Il se trouve que ce capteur ne fonctionne que pendant l'été. Il ne fonctionne pas pendant l'hiver pour la simple et bonne raison que la quantité d'électricité qu'il demande est beaucoup trop imposante et que si on le faisait tourner l'hiver, tous les gens de la région n'auraient plus de chauffage. Donc pendant l'hiver, ils le coupent et ils en profitent pour faire sa maintenance et donc ils ouvrent cette cavité, cette caverne dans laquelle on découvre ce truc où on fait apparaître toutes les nouvelles particules comme par exemple le boson de Higgs. Donc c'est vrai que j'ai vraiment nourri mon roman avec ce que j'ai vu au CERN. Et tu as vu qu'il y avait pas mal de scientifiques qui intervenaient. En fait, c'est des gens que j'ai croisés là-bas, que j'ai interrogés. Et pour le coup, je n'ai pas vraiment romancé ce qu'ils m'ont dit, puisque je ne voulais pas vulgariser. Et que bah, tout ce que je raconte, en fait, je l'ai entendu peu de temps avant. Mais la coïncidence, effectivement, je me suis intéressé à Majorana à un moment où voilà, il fallait Ouais. s'y intéresser. Et comment as-tu construit ton roman? C'est-à-dire que, bon, on a compris que le thème d'entrée, c'est Majorana, mais toute l'intrigue que tu as amenée après et qui en fait te sert au lecteur en fait à s'interroger sur ce qu'est devenu Majorana, c'était déjà un truc que tu avais, j'ai presque envie de dire, comme le font souvent les auteurs, dans un coin, un texte que tu avais quelque part dans un coin d'un tiroir, ou quelque chose que tu as construit après, en disant il faut absolument que j'ai
ces deux enquêteurs principaux qui soient là, qui se frictionnent, qui s'interpellent, voilà. Alors, en fait, moi, je fonctionne assez comme ça. Pour écrire un roman, d'abord, j'ai besoin de l'idée. Et là, l'idée, c'était la vie de Majorana. Donc, effectivement, je voulais construire un roman policier autour de la vie de Majorana qui était suffisamment romanesque. C'est vrai que j'ai pris des libertés avec sa vie pour le rendre encore plus attrayant. Une fois que tu as cette idée, après, tu es devant, pas un mur, mais l'idée te plaît, tu as envie de faire un truc, mais c'est là où il faut dégager vraiment l'imaginaire pour essayer de construire quelque chose autour de finalement cette toute petite idée. Je ne sais pas, je prends par exemple le Da Vinci Code, qui est loin d'être un de mes romans favoris, mais on voit bien que Dan Brown a eu l'idée là de ce fils de Jésus-Christ. J'espère que je spoil personne qui a lu Da Vinci Code, mais bon, il y a d'autres choses à lire bien plus intéressantes. Mais on voit bien qu'après, bon, on construit le roman pour essayer de valoriser, de mettre au mieux cette idée. Moi, c'est exactement la même. C'est-à-dire que la vie de Majorana, et après, je me suis creusé le ciboulot. Je me suis dit, bon, comment faire qu'est-ce qu'il est devenu? Comment il est mort? Donc, j'ai inventé une hypothèse quant à sa mort. Et après, il m'a fallu construire tout un truc autour. Et puis après, comme je voulais rester dans le polar, il me fallait un meurtre. Il me fallait un meurtre. Donc voilà, ça se construit brique après brique. Mais vraiment, le point de départ, c'est la vie de Majorana. Qu'on perçoit tout à fait et qui est vraiment qui est passionnante et qui est rendue passionnante en plus par le livre. Ce qu'il y a de bien aussi dans ce livre-là, c'est que les touches d'humour justement qui sont amenées par le comportement des deux détectives, enfin des deux inspecteurs, permet de relâcher la pression, de comprendre des choses, comment ça se fait. Enfin, Niels, dans ta description, ne serait-ce que du petit village du Jura, de la petite gendarmerie, on sent bien que les pauvres gendarmes, ils sont logés dans une espèce d'hôtel, une gendarmerie qui doit ressembler à un hôtel Ibis, et qu'ils en chient parce qu'il fait. Bon, il y a plein de trucs qui sont marrants. La description simple du type qui cherche où est-ce qu'il va pouvoir bouffer le soir, moi, ça m'amuse et ça permet effectivement au lecteur d'avoir des instants où il se détend, où il se repose, où il est moins dans l'enquête, parce qu'en fait, il enquête autant que Boudier et Zellweger, quoi. Et donc, Exactement. alors moi j'avais une autre question, c'est que en fait j'ai passé du temps pour savoir qui était Majorana et j'ai passé un peu de temps aussi sur le vocabulaire suisse romand. Parce que, alors là aussi, je pense que ça fait partie de tes recherches, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on parle couramment quand on est né dans la banlieue lyonnaise? Alors là, non, non, je te rassure, je vois la petite pointe de taquinerie. Non, non, nullement, 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 je ne touche pas un mot de roman ou de Suisse. Ça fait partie des recherches aussi. Après, il ne t'aura pas échappé que le nom de mon inspecteur suisse est le nom d'un auteur de polar que j'ai eu Tout à fait. croisé dans des salons littéraires. Le personnage m'amusait, je trouvais qu'il collait bien avec le truc. C'est pareil dans les trucs de recherche, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit, et tu pourrais pas me brancher un petit peu comme ça? Et il m'avait donné, par exemple, le numéro de l'attaché de presse de la police genevoise, qui a répondu à pas mal de mes questions. Bon, je sentais que je l'emmerdais un petit peu, mais bon, elle s'est quand même pliée au truc, elle a répondu à mes questions. Puis le vocabulaire suisse, ça après, c'est de l'Internet. Et je l'ai testé justement auprès de Zellweger pour voir si ça sonnait. Ça J'aimais passait. bien apporter un peu ce côté local, local. Et un petit peu décontenançant, parce que c'est vrai qu'ils ont des expressions quand même qui sont fameuses. Hein. Ah bah, qui nous font sourire et qui nous font rire même. Après, je ne sais pas comment le roman va être apprécié en Suisse, mais je pense que ça le fait bien et ça donne toute la dimension. Avant qu'on passe à la phase de l'après Majorana, parce qu'il y aura forcément un après, peut-être même que tu es déjà dessus. Moi, j'aimerais connaître ta version, parce que la version que tu présentes dans le roman de la disparition de Majorana, où en fait tu en parles assez peu, j'ai envie de dire, c'est la deuxième partie du roman, c'est plutôt. Enfin, faut pas que je dévoile rien, mais tu parles beaucoup plus en fait des recherches de Majorana, comment ce type qui était vraiment un génie s'est emparé à la fois des autres découvertes de l'époque, hein, que ce soit celle de Curie, que ce soit celle des Allemands dont j'ai perdu le nom, mais bon, enfin peu importe. Ok, Euh,
on voit aussi que ce type, en fait, quelque part, il a refusé de publier à cause d'un trauma d'enfance, je pense. Enfin, on ne sait pas trop, mais voilà. Et toi, donc, quand il disparaît au mois de mars 1938, il y a plusieurs hypothèses qui ressortent. Soit il s'est suicidé, soit il s'est réfugié dans un monastère ou dans une grotte, soit il a traversé l'Atlantique pour aller en Argentine, sans pour autant que dans le livre ou que dans ce qu'on connaisse aujourd'hui de sa vie, on ne sache pourquoi il aurait fait ça. Donc moi, ma question, elle est là. C'est-à-dire que toi, tu pars de l'hypothèse qu'il a peut-être traversé l'Atlantique, avec une hypothèse qui est totalement romanesque, qui est plus que romancée, qui est romanesque, on va le dire. Mais ton hypothèse en tant que, non pas d'auteur, mais de chercheur, tout ça, quelle peut être la raison pour laquelle ce type se serait enfui? Voilà. Alors là, effectivement, je vais me lancer dans une hypothèse qui est complètement personnelle, mais vraiment purement personnelle. Moi, je pense qu'il était quand même un peu starbé, dans le sens, je prends l'exemple en fait d'un autre grand scientifique qui s'avérera d'ailleurs être son rival en fait, qui va le titiller, le pousser à faire ses découvertes, qui est Paul-Henri Dirac, Paul-Marie Dirac. Paul, il y a un prénom composé, mais je ne me rappelle plus. Enfin, Dirac, un excellent savant britannique qui a mis au jour les antiparticules. C'est lui qui a découvert les antiparticules, ce que Majorana détestait. Et Dirac était Asperger. Alors, je sais qu'il paraît que cette définition de l'autisme est en train de disparaître. Il paraît qu'on ne dit plus un autiste Asperger ou Asperger, je ne sais plus. C'est une forme d'autisme bien particulière où on observe souvent à la Rainman un petit peu des gens qui sont socialement complètement incompatibles, mais qui ont une intelligence hors du commun. Et Dirac en était, par exemple. Dirac en était. Il était quand même très, très bizarre, Dirac, mais il avait une famille et il a pu mener des recherches très pointues. Moi, je pense que Majorana, alors sans dire Majorana était un autiste Asperger, mais il me semble quand même qu'il avait quand même un petit souci d'ordre, alors qu'est-ce qu'on dit, psychologique. Vraiment, je ne suis pas médecin. Moi, je l'aurais bien vu aussi un peu autiste, peut-être pas Asperger, mais voilà, quand on lit sa biographie, il est un peu barré, le mec. Il est un peu barré et rien que sa disparition est barrée. Toutes les interactions qu'il a pu avoir avec les gens sont complètement folles. Moi, finalement, je l'ai rendu un peu plus humain et normal. Parce que la raison pour laquelle il traverse l'Atlantique est finalement une raison qui a été partagée par des milliards de gens. Donc, je le rends plus sympathique, plus affectueux, plus normal. Mais je crois que vraiment, dans la vraie vie, il était un peu timbré, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a un côté instable sur le plan psychologique que du coup, toi, tu balances sur Boudier, en fait. Mais ça peut être marrant aussi, quelque part. Ouais, mais c'est Euh, exactement ça. Alors, avant de passer, donc, je disais à la suite, moi, j'aimerais rapidement dire au lecteur pourquoi il faut absolument lire ce livre. Déjà, l'histoire du départ, donc, on l'a évoqué, c'est l'histoire d'une scientifique qui travaille au CERN, qui travaille donc sur les hypothèses de Majorana concernant, donc, on va dire, les neutrinos, enfin les antiparticules qui auraient leur propre, je ne sais plus comment on dit, propre particules, enfin bon. Enfin, il y a plein de choses que, franchement, on ne comprend pas tout, mais c'est quand même pas mal expliqué par Niels Barrelon. Et si on prend un peu le temps, on arrive à saisir. Et donc, cette scientifique-là se retrouve assassinée pile à la frontière. Le truc totalement improbable, mais qui est vrai. Alors, ce n'est pas contesté par le GPS suisse par rapport au GPS français, donc jusque-là, tout va bien. Et donc, nous avons une coopération qui s'élabore entre deux flics, on va dire. Et l'intérêt est dans le tâtonnement de ces deux flics qui ont deux méthodes de travail totalement opposées, comme tout bon Suisse et tout bon Français. Et donc, Niels se joue aussi de nos particularités. Et on avance donc petit à petit sur cette enquête. Et de temps en temps, il y a un flashback qui nous raconte la vie d'Ettore Majorana. Excusez-moi. Donc voilà, ce livre est fantastique pour ça. C'est-à-dire qu'on découvre Majorana et on le découvre avec tout le sérieux que peut amener un auteur de roman noir, parce qu'il faut quand même savoir que dans le monde du littéraire, les auteurs de romans noirs sont beaucoup plus sérieux que les autres, contrairement à ce qui peut être apporté. Alors maintenant, j'ai une question à Niels. Donc Niels
comme il l'a dit en présentant au début, avait créé un personnage qui lui ressemblait beaucoup, qui s'appelait d'ailleurs Niels Kuhn. Et d'ailleurs, il avait, à l'époque, il signait ses livres du Niels Kuhn Barrellon pour bien montrer qu'il était proche du personnage. Et donc, il a commis plusieurs livres. Il y en a eu plus que deux, non? Il me semblait qu'il y en avait eu trois, mais bon, passons. Non, deux. Il y en a eu deux. Après, il s'est aventuré, effectivement, après avoir tenté de plagier Frédéric Dard, il a tenté de plagier Jean-Patrick Manchette. Ça, c'est juste pour le faire sourire. Et puis, donc, il a fait aussi un livre à quatre mains, il me semble, plus tourné vers la jeunesse. Et puis, il a écrit donc ces deux livres qui paraissent chez l'éditeur Gigal, qui est un éditeur marseillais qui fait du travail admirable parce qu'il ne prend que des auteurs qui savent bien écrire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et franchement, c'est un chouette boulot. Et donc, après tout ça, j'ai envie de dire, où te mène ton chemin? Où vas-tu? Est-ce que tu vas continuer dans cette veine à la fois de recherche et de romans policiers, ou est-ce que tu vas partir ailleurs et voilà, as-tu un projet en cours déjà? Alors, non seulement il est en cours, mais il sortira en septembre, chez Gigal toujours. Et j'ai pour habitude de pas mal papillonner, c'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien rentrer dans quelque chose, mais une fois que j'ai l'impression d'en avoir fait le tour, et c'est tout à fait personnel, parce que d'aucuns me diraient, mais non, mais c'est pas assez pointu, tu peux encore creuser et tout. J'ai tendance à vouloir aller voir ailleurs. Alors ça se voit dans mes lectures. Je ne lis pas que du polar. Ouh là là, loin de là. Au contraire, j'aime vraiment varier les styles, documentaire, classique, polar, poésie, théâtre. Vraiment, je lirai jamais deux policiers d'affilée. Ça me semble complètement farfelu. Et donc en polar, c'est un peu la même chose. Là, entre la lettre et le peigne et le neutrino de Majorana, on est un petit peu dans le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire effectivement quelque chose de très poussé, très touffu, très recherché, avec ces petits parallèles histoire vraie et histoire romanesque. Donc là, je me suis lancé dans complètement autre chose et je me suis vraiment amusé. J'ai fait un meurtre en chambre close. Alors, le truc doit te parler. Et j'espère que ça parlera d'ailleurs à beaucoup de gens parce que voilà, j'ai voulu remettre sur le devant de la scène ce genre un petit peu désuet qui, moi, m'a fait rêver, c'est un bien grand mot, mais en tout cas qui a bercé ma jeunesse parce que c'est Agatha Christie, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, John Carr, voilà. Et donc, je me suis emparé de ça. Et je me suis dit, tu vas faire un meurtre en chambre close, mais au XXIe siècle. Alors, c'est complètement passé de mode, le meurtre en chambre close, parce que c'est complètement artificiel. Je ne sais pas si certains, toi, sûrement pas, mais peut-être que certains de nos auditeurs ignorent ce que c'est qu'un meurtre en chambre close. C'est un meurtre qui se passe dans une pièce qui est fermée. La police est à l'extérieur. Quand elle rentre dans la pièce, elle découvre le cadavre et surtout qu'il n'y a aucune issue, ni pour rentrer, ni pour sortir. Et donc, le délire, c'est mais comment est morte cette personne à l'intérieur? C'est un vrai régal de faire ça. J'ai lu tout ce qui était fait sur le sujet. Vraiment, alors bien évidemment, Le mystère de la chambre jaune, par exemple, qui est le classique de meurtre en chambre close. Et j'en ai inventé une qui se passe dans le cockpit d'un avion. Et c'est exactement le même délire. On va retrouver le capitaine ou le commandant de bord mort à l'intérieur du cockpit de l'avion, sans que, là, pour le coup, c'est évident, il n'y ait d'entrée extérieure ou de fenêtre pour accéder à la pièce. Et le délire, ça va être de comprendre comment est mort ce commandant de bord. Alors, j'ai mis un vieux flic à la retraite dans l'avion, histoire qu'il puisse enquêter. Et ce que je voudrais vraiment faire, j'espère que ça a marché, c'est entraîner le lecteur comme moi, j'étais entraîné petit, parce que ce type de meurtre en chambre close, quand on le lit, on n'a qu'une envie, c'est de trouver le meurtrier avant qu'on nous le révèle. Généralement, enfin d'ailleurs pas généralement, il est dans les personnages qu'on nous présente. On sait que le meurtrier, c'est un de ces personnages et on essaye de le trouver. Et généralement, on n'y arrive pas et on dit ah mais oui bien sûr. Et voilà, j'ai fait ça. J'espère que c'est réussi. Franchement, je le pense. Je suis assez content parce que ça m'a demandé du taf. Mais tu vois que je suis parti sur complètement autre chose. C'est bien, Beaucoup ça plus fait. léger, beaucoup plus court. En fait, moi, c'est ce que j'aime dans les romans, c'est effectivement pouvoir zapper d'un style à l'autre. Et c'est vrai que quand on lit
toujours un peu les mêmes intrigues, parce que moi, en tant que libraire, je lis que du roman noir quand je suis au travail. Et pendant mes 2 semaines d'été, je lis autre chose. Mais c'est vrai que c'est plaisant pour varier le plaisir. Et le roman noir nous permet, heureusement, de varier le plaisir entre, on va dire, les choses, voilà, les mystères en chambre close, qui effectivement sont un petit peu surannés. Mais donc, voilà, le premier du 21e siècle, sans doute, sera écrit par Niels. Et puis des romans qui sont, comme je disais, plus politiques, plus sociétaux, et qui nous font voyager aussi dans tous les pays du monde, ou dans l'histoire, enfin voilà, le temps et l'espace toujours. Donc c'est un plaisir. Je vais te remercier, Niels. Je pense C'est que moi. je vais laisser la main à Nathalie Couder, qui nous a fait le plaisir de nous accueillir dans son un endroit où aller, ce qui n'est pas facile à placer dans une phrase, mais voilà. Contre-triple au Scrabble, en fait. Donc, merci Nathalie de nous avoir accueillis tous les deux. Et Oui. merci à Nils surtout, parce que Merci à toi, je rappelle Jean-Pierre. toujours, Merci. sans auteur, pas de livre. Et sans Tu as livre, bien on fait serait bien dans la d'allumer merde. ta lumière, Jean-Pierre, parce que tu étais vraiment dans le sombre et j'ai cru Ouais. qu'il allait y avoir un J'allais dire. là. C'était un peu. J'ai une question de Geneviève, qui est une lectrice qui nous suit tous les soirs, qui dit que dès qu'il est question de vocabulaire suisse roman, elle adore. Mais la nullissime en sciences physiques qu'elle est, peut-elle comprendre ce roman sans prendre des cours particuliers? Alors, ouais, vas-y, Jean-Pierre. En fait, moi, je vais répondre parce que si Niels répond, il est professeur de sciences physiques. Donc, je pense qu'il a déjà des connaissances qui lui permettent effectivement de comprendre non seulement ce qu'il écrit, mais aussi ce qu'il a lu avant. Donc, moi, je vais répondre. Honnêtement, il y a des endroits où j'ai un peu lâché. Parce que voilà, mais c'est plus parce que je crois que je n'avais pas envie de comprendre à tout prix le pourquoi de la chose. C'est très léger, c'est très très rare qu'on parle de science dans ce livre en fait. Et en fait, le plus important n'est pas là, c'est juste ce que Niels a amené comme science et comme question autour du neutrino, tout ça, c'est juste pour montrer le génie de Majorana. C'est-à-dire que c'est pas concevable, je pense, ni pour Niels ni pour le lecteur, de parler de Majorana sans parler de Fermi, sans parler de tout ce moment où on a découvert la mécanique quantique. Il faut savoir que la mécanique quantique était vraiment découverte dans les années 10, 20, 30 du siècle dernier. C'est ce qui aujourd'hui fait avancer toute la science. Et donc, on ne peut pas ne pas parler de ça quand on apporte Majorana, et on ne peut pas ne pas parler de ça quand on va sur la recherche de ce type de scientifique. Donc pour moi, c'était essentiel. Niels, j'ai trouvé qu'il en parlait honnêtement très bien. Moi, j'ai compris à 80%, je ne suis pas du tout scientifique à la base. Moi, je viens des sciences de la Terre et de la nature, donc autant dire, voilà, même si on touche un petit peu aux maths et à la physique, on est loin d'être des spécialistes. Et c'est vraiment pas gênant, ça ne gêne pas la lecture. J'ai envie de dire, c'est pas grave si on décroche, parce que regardez, dans le nom de la rose, tous les passages en latin, tout le monde a décroché. Hein. Donc, il y a eu un Non, pas moi. Niels, moi non plus, j'ai pas décroché, mais bon, il y en a certains qui ont décroché. Mais donc, on souhaite le succès à Niels de son livre pour faire le parallèle. Donc, oui, non. Est-ce que Niels veut répondre quand même à la question? Parce qu'il peut répondre, quand Bien même. sûr. Ouais. Et en fait, Jean-Pierre a complètement raison. On peut zapper ces passages. Je vais vous donner un exemple très concret. Ma mère a zappé ces passages. Ma mère est prof de lettres et elle m'a dit oh, le passage scientifique et tout. Mais c'est vrai que en fait, ces passages scientifiques, ils sont là pour le contexte. On enquête au CERN. Qui sont les suspects? Des scientifiques de très haute volée. Et pour les avoir rencontrés, ces gens-là sont tellement passionnés que quand on les interroge sur leur travail, mais ils ne s'arrêtent plus. Alors, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère, j'ai mis deux flics, les deux flics français, et particulièrement l'adjudant Nome, dont j'ai forcé un peu le trait, pour un petit peu détendre le lecteur, parce que ce flic ne comprend rien. Et il ne s'empêche pas de le dire. Des fois, il dit « Oh là, ça fait chier ». Et en fait, voilà, ces deux flics sont là pour dire au lecteur, ben, en fait, ils sont comme vous, ils comprennent rien, mais ils enquêtent parmi des scientifiques, donc forcément, on leur parle de science. Mais je pense tout à fait, oui, qu'on peut lire ce livre, même si on n'aime pas les sciences. Et est-ce qu'un jour, on vous verra dans un roman, mais qui n'est pas un polar? Vous êtes vraiment polar où vous pouvez faire une folie, ou un polar historique peut-être? Alors, La Lettre et le peigne était quelque part un polar historique. Hein, je pense que j'avais bien travaillé ouais, sur l'histoire de l'Allemagne
de 45 à nos jours, après la chute du mur. Mais vous m'avez percé à jour parce qu'effectivement, en fait, je rêve de passer à… alors, autre chose, c'est pas parce que le polar, c'est le genre avec lequel je me sens à l'aise, avec lequel je suis familier. Je pense que je vais y rester. Mais j'envisage, oui, de passer… alors, c'est pompeux de dire dans la blanche, mais j'aimerais, oui, faire quelque chose de différent du polar. Mais parfois, à l'heure actuelle, on a des auteurs, je ne sais pas péjoratif ce que je veux dire, mais Frank Bouis est un auteur qu'on a beaucoup mis en polar et finalement, c'est un auteur de la blanche. Donc, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est pas forcément, je pense que pour aller dans la blanche sans problème, il y a des auteurs qui vont dans la blanche et qui ont des aspects, je ne sais pas si Jean-Pierre est d'accord avec moi, mais c'est tendancieux. Des fois, la frontière, elle n'est pas loin. Donc, je veux dire, il n'y a pas de, je ne vois pas pourquoi ça bloquerait. Alors, moi, Non, c'est vrai, franchement, c'est vrai. Surtout que, moi, vas-y, vas-y. non, Non, mais juste, je voulais dire que oui, oui, c'est tout à fait envisageable. Surtout que personnellement, je cherche vraiment à travailler le style aussi. Même dans mes romans noirs, c'est vraiment pour moi une composante essentielle. Je veux pas faire de la littérature de gare. Je travaille sur le style. Après, je sais pas si j'y arrive, je sais pas si j'en ai créé un, mais je suis très attaché à la langue française et aux mots et aux phrases. Ça peut-être être un des traits caractéristiques de la littérature blanche. Après, pour moi, ce qui est plus facile avec la littérature noire, c'est qu'on raconte une histoire quand même. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je ne suis pas du tout doué pour faire un roman noir social sur lequel je dénonce des trucs. Non, moi, je fais du polar où je raconte une histoire. Et dans le genre polar, elle est quand même assez codifiée, l'histoire. Il y a un meurtre et on essaye de savoir qui a tué. Donc, c'est pour moi, la littérature noire, finalement, elle est plus simple pour moi à écrire. Jean-Pierre n'était pas d'accord tout à l'heure. Oui, je Non, vois. alors, moi, il y a un truc où je ne suis pas d'accord, déjà, c'est le système en France, parce qu'il n'y a qu'en France, quasiment, on fait ça, on met des genres, on crée des Dans genres, des on met cases. des cases, voilà. Pour moi, on sait écrire, on ne sait pas écrire. Par exemple, moi, je ne sais pas écrire, donc je lis. C'est aussi, voilà, on fait comme ça. Après, moi, je distingue juste, en fait, deux littératures. Pour moi, il y a la littérature de l'imaginaire, et puis il y a la littérature réaliste. Et le roman noir est pour moi vraiment la, la marche la plus haute à franchir dans le réalisme. Mais comme je dis toujours, les plus grands auteurs, on oublie de dire qu'en fait, souvent, ils viennent du noir, mais en France, on dit bah, ceux-là, ils sont en blanc, ceux-là, ils sont en noir. Mais enfin, pour moi, Steinbeck, c'est du roman noir. Pour moi, Faulkner, c'est du roman noir. Pour Zola, c'est du roman noir. Victor Hugo, bah, Comte de Monte Cristo, c'est un polar extraordinaire. Et on peut remonter avant. Hein. Le mec qui a écrit la Bible, c'est clairement un polar. Comme je dis, hyper macho, mais c'est un polar aussi, quoi. Donc, pour moi, c'est une connerie. Alors, même si je tiens une des très rares librairies qui font que du roman noir, pour moi, ce côté de genrer le bouquin, c'est absolument n'importe quoi. Et effectivement, Frank Buis, c'est un grand écrivain. Il faut juste dire, c'est un grand écrivain. Après, qu'il ait été connu parce qu'il faisait du roman noir, plutôt parce qu'il n'avait pas été pris, je ne sais pas, chez Flammarion ou je ne sais pas qui, on s'en fout. Personnellement, moi, je m'en fous. Je reviens sur ce que dit Nils, c'est important que ce soit bien écrit. Nils, il écrit bien. Comme je disais, Gigal, c'est un éditeur qui vraiment fait travailler les gens sur le texte aussi. Nils, il n'écrit pas bien seulement parce que sa mère risque de l'engueuler. Il écrit bien parce que son éditeur risque de l'engueuler. Et voilà, moi, je suis plus attaché en fait au style littéraire qu'autre chose. Et le vrai souci aujourd'hui, c'est que à force de ranger dans des cases en disant, bah voilà, le thriller, c'est un truc qui est forcément mal écrit, avec une intrigue en 3 points, etc. Ce qui n'est pas totalement faux, hein. On va pousser les gens, quelque part, qui savent écrire, à peut-être mal écrire pour faire un thriller. Et voilà, on est un peu dans l'aberration, quoi. C'est que, en fait, les éditeurs ont pris un tel pouvoir sur ce qu'il fallait, sur les codes. Nils parlait des codes du polar. Moi, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas de code dans le polar. Il y a plusieurs codes. Selon qu'on fasse effectivement un mystère de la chambre close, selon qu'on fasse, je ne sais pas, un Connemara à blague de Gérard Coquet, ou qu'on fasse, je ne sais pas, je vais citer un auteur de thriller, même si je suis moins fort, Tilliez, par exemple. Voilà. Mais quand on prend par exemple Marion Brunet a surgi il y a 2 ans avec L'été circulaire, qui est un roman noir. Et on n'a pas dit, tiens, c'est un polar. Voilà. Donc, ouais, moi, je suis à bas les frontières, quoi.
c'est une connerie. Et est-ce que Niels, vous auriez pu être professeur de littérature plutôt que de sciences physiques, puisque vous écrivez très bien? Oui, j'aurais sûrement pu. Oui, j'aurais sûrement pu. J'avoue que quand je me suis engagé post-bac, j'avais plus de facilité avec les sciences et par fainéantise, j'ai choisi. Il faut savoir que mon père est prof de physique, ma mère est prof de français. Donc voilà, je suis un hybride et il fallait bien choisir une voie. Donc je suis parti dans celle-ci, mais tout en entretenant l'autre. Olivier voudrait savoir si vos élèves vous lisent. Oui, 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 bien sûr, oui. Maintenant, les élèves, il est rare qu'ils ne vous googlisent pas. Un classique. En début d'année, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas pourquoi, c'est eux, hein, ils tapent votre nom sur Internet, donc très rapidement, généralement, ils savent que j'écris des livres. Et oui, oui, bien sûr, il y a des élèves qui me Et lisent. ils vous en parlent? Vous faites comme... ils vous disent qu'ils vous ont lu, ils vous en parlez du livre ou pas du tout? Alors, pour le coup, quand je suis prof, je suis vraiment prof. C'est-à-dire que j'aime pas mélanger les choses. Donc, quand un gamin vient me voir en disant: «Ah, j'ai lu votre livre», je lui dis: «Ah, bah, super, très bien». Mais point. Non, je rentre pas dans le débat. Alors, j'ai été invité dans des CDI, pas encore dans celui de mon lycée, mais ça ne saurait tarder parce que je viens d'y arriver. Mes livres y sont. Et dans ces cas-là, si on m'invite en tant qu'auteur, je suis ravi d'en parler avec mes élèves aussi. Mais quand je suis prof de physique, je suis prof de physique. Du coup, il y a une question qui est en complément là. Du coup, est-ce que ça interdit les scènes d'amour dans vos romans? Le fait d'être lu par vos élèves? Ah, je suis pas très à l'aise avec l'écriture des scènes d'amour et donc il y en a très rarement. Là, il y en a une, je crois, dans le Neutrino, mais je trouve, je sais pas pourquoi, je trouve toujours que ça fait cucu. C'est le cas de suis le dire, pas. ouais. C'est le terme exact. Niels, avant que nous faisions notre travail de libraire avec Jean-Pierre, est-ce que vous auriez un conseil lecture à faire à nos lecteurs qui nous écoutent et qui vous regardent? Un livre qui vous a marqué, un livre dont vous avez envie de parler et qui vous avez envie qu'ils lisent eux aussi? Alors, bah tiens, et je suis curieux de savoir si Jean-Pierre l'a lu parce que c'est pas classé dans le noir, mais je suis en train de lire ça et je trouve ça brillant. Alors, ça va forcément être écrit dans le. Vous voyez, je laisse. Ah oui. Voilà. J'ai vraiment sous les yeux parce que je suis presque à la fin. Ça s'appelle donc Le Pacificateur d'Antoine Godet. C'est remarquable, vraiment remarquable. Tu l'as lu, Jean-Pierre? Ouais. Ah Hein, oui, j'ai dit ouais. c'est bluffant, bluffant, bluffant. Et là, pour le coup, on est un peu dans le polar, hein, vraiment dans le polar. C'est chez Le Folio. pitch en deux Hein, c'est lignes, Folio, hein, c'est il ça. s'agit d'une organisation secrète qui falsifie les grandes actualités du monde pour essayer d'orienter le monde vers un côté un peu plus altruiste et tout. C'est très intelligent, parfois même trop. J'avoue que des fois, c'est waouh, faut s'accrocher, faut être cultivé, mais c'est vachement prenant. C'est vraiment super. Et Bon, C'est aux c'est éditions une belle Folio. réflexion sur la société aussi. ouais, mm, c'est vraiment super bien. Jean-Pierre, le Oui. spécialiste du polar. C'est à vous. Ou aux Alors, trois, je sais pas. moi, je ne savais pas combien je pouvais présenter de poches, donc j'en ai choisi 3. Vas-y. C'était juste comme ça. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que par habitude, je ne choisis jamais que des nouveautés, parce que la librairie généraliste, c'est effectivement que les nouveautés, malheureusement, parce qu'il y a tellement de bouquins qui sortent que les pauvres libraires, ils croulent sous le poids des nouveautés et ils ne parlent que des derniers bouquins qu'ils ont lus. Et voilà. Moi, j'ai la chance, en étant en librairie spécialisée, d'avoir un fonds. Et donc, je vais vous présenter des bouquins qui ne sont pas très anciens. Il y en a même qui est très récent, et 3 poches, donc, mais il y en a qui sont un peu plus anciens. Donc, je vais commencer par le plus récent, parce qu'il n'y a pas de raison de suivre la chronologie. Je vais vous parler du livre de Frédéric Paulin, La guerre est une ruse, qui vient de passer en folio il y a. Magnifique. Il a dû sortir au mois de mars, mais au mois de mars, il est sorti. Pardon. Donc, il est sorti au mois de mars, mais il est arrivé sur nos tables au mois de mai. Et ce livre, alors c'est un vrai polar avec une vraie enquête. Et le fond, en fait, c'est la décennie noire en Algérie et les liens qui existaient entre, on va dire, les différents mouvements en Algérie, y compris les plus extrémistes, avec le pouvoir français. Puisque même si l'Algérie est un pays indépendant depuis quelque temps, il a gardé des liens qui montrent qu'il n'est pas totalement indépendant en fait, de ce qu'on fait en France. Quand je dis que c'est un livre politique, c'est éminemment politique, mais au sens noble du terme, pour nous faire réfléchir à nous sur comment on se comporte encore de par le monde et comment la France entretient
avec, je ne sais pas comment dire, c'est pas un malin plaisir, mais entretient tellement sa propre richesse avec la richesse des autres qu'en fait, voilà, on n'est pas toujours Avec fier un, quand on lit ce genre de bouquin d'être français. avec un titre qui a fait débat d'ailleurs. Son titre, La guerre est Euh, une ruse, a fait beaucoup de débat. Avec un titre qui a fait débat, mais personnellement, moi j'ai adoré, et je comprends pourquoi Très cet bien. auteur a écrit Oui. ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un premier bouquin. Donc vraiment, c'est le début d'une trilogie. C'est une trilogie que je conseille, enfin je déconseille fortement de lire à la suite, parce que Ouais, ce sont des livres qui d'accord. sont très très riches, qui nous apprennent ou qui nous rappellent plein de choses. Donc moi je conseille de faire des pauses entre chacun des trois livres de Frédéric Paulin, qui ont tous le même sujet et qui courent en fait de 1992 à maintenant. Alors deuxième livre, je vous prends. Il est sorti chez Folio, hein, c'est ça, hein? C'est Oui, Folio. alors Voilà. La guerre est une rose est sorti chez Folio, oui. Voilà. Super. Il était sorti en premier lieu J'ai chez Agulo. Agulot, qui est une petite maison du Sud-Ouest qui marche très bien, qui sort des livres très intéressants, panachants, français, étrangers, enfin voilà. C'est une des rares maisons qui fait découvrir les auteurs de l'Est de l'Europe et c'est un vrai plaisir. Un deuxième livre, parce que quand on fait du roman noir, on est obligé de parler des Nord-Américains. Donc Peter Faris est un États-Unien. C'est quelqu'un qu'on découvre petit à petit en France. Ça, c'est le deuxième livre qui soit paru. Stegelmaster, qui est aussi une maison d'édition fantastique, en tout cas que moi j'apprécie beaucoup, avec toujours des traductions impeccables, et qui est spécialisé, eux, dans les romans nord-américains. C'est-à-dire que vous ne lirez chez eux que des États-Uniens et des Canadiens. Et des belles Voilà. couvertures. Et qui font des couvertures magnifiques en plus. Le Diable en personne, je crois qu'il a paru au tout début d'année. Il faut que je vérifie pour ne pas dire trop de bêtises. Parce que ça C'est dans la m'arrive. collection Totem de chez Gallmeister, qui est la collection de poche de Voilà, Gallmeister. il est sorti en fait en même temps que le Neutrino de Majorana, il est sorti en septembre 2019. Et donc, Le Diable en personne, ça nous compte la rencontre de deux personnes. Une jeune fille qui fuit un réseau de prostitution et qui fuit surtout ses macros en fait, et un vieillard, un octogénaire qui vit seul dans une baraque. Enfin, ça a l'air d'être un chalet, mais ça ressemble plus à une baraque qu'à un chalet tel que c'est décrit, qui a un passé énorme et qu'on va découvrir au fil de l'histoire. Et en fait, ces deux personnes-là vont s'allier pour vaincre les personnes qui pourchassent la jeune fille. Et ça, c'est l'intrigue. Je la fais courte parce que l'intrigue n'est vraiment pas le truc le plus essentiel. Le truc le plus essentiel, c'est les rapports qui évoluent entre la jeune fille et le vieil homme. Et franchement, c'est d'une écriture. Moi, j'adore les bouquins sobres. C'est pour ça que Manchette, pour moi, c'est le top du top parce qu'on est dans le concis, on est dans le précis, on est dans le net. Il n'y a pas de bavure, quoi. On va à l'essentiel, quoi. Et là-dedans, c'est ça. C'est-à-dire que tous les sentiments, parce que ça parle énormément de sentiments, vont être amenés à leur plus simple expression, mais avec une puissance et un poids qui, franchement, nous touchent en tant que lecteurs. Et puis, dernier livre, parce qu'on va faire court quand même, ça, c'était la découverte, mais vraiment la découverte de la fin d'année 2018. Alors, je vais avancer vers la caméra, il faut que ça fasse le point. Voilà, il s'agit de Par les rafales de Valentine Imhoff. Alors, Valentine Imhoff, c'est un truc qui a surgi sur la planète France, mais avec un truc incroyable et vrai. Elle est française. Elle est française, mais elle a beaucoup voyagé. Elle vit actuellement à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est aussi une prof. Et comme tous les profs, ils s'emmerdent beaucoup. Donc, du coup, ils se mettent à écrire des bouquins. Donc, c'est plutôt bien. Ça, c'était juste un clin d'œil Rappeler pour Nils. l'éditeur du livre, là. C'est édité chez Le Rouergue. Et Le Rouergue a lancé une collection de poche depuis pas longtemps. Je crois d'ailleurs que ça, c'est le premier ou le deuxième qui soit sorti, qui s'appelle Rouergue Polar, je crois. Parfait, merci. Rouergue Noir, pardon. Rouergue Noir, en tout petit. Et donc ça, c'est l'histoire de la vengeance d'une femme. Et l'écriture de Valentine Imhoff est extraordinaire. Alors elle, clairement, quand Nils disait ouais, j'aimerais bien aller dans la Blanche et tout, ça c'est dans le noir, mais ça peut être n'importe où. C'est une écriture, mais pour moi c'est une qualité vraiment extraordinaire. Et donc on va suivre là aussi une jeune femme qui se venge d'hommes qui ont abusé d'elle, mais ça on va le comprendre au fil du temps parce que c'est une écriture qui amène une certaine complexité. C'est-à-dire que la construction de l'ouvrage fait qu'on passe d'un pays à un autre, d'une temporalité à une autre, pour reconstituer l'histoire de cette femme. Voilà. Donc ça, c'est juste merveilleux. Jetez-vous là-dessus sur Valentine Imhoff, qui a sorti un deuxième bouquin qui, là, était un thriller total.
aussi bien écrit et qui va écrire un troisième livre qui sera ni un polar, ni un thriller, qui sera peut-être, je ne sais pas, de la poésie ou de la métaphysique. C'est juste quelqu'un qui sait écrire, quoi. Et c'est un plaisir de lire des gens qui savent vraiment bien écrire. Voilà. Moi, je vais faire un clin d'œil à Niels parce que c'est le prix Quai des Orfèvres cette année. Je ne sais pas si vous l'avez lu. En fait, c'est l'histoire du commandant Valmy qui était à la mondaine et qui, pour sauver son couple, se fait muter à la criminelle, sauf que son passé va vite le rattraper, puisque sa première affaire de meurtre, c'est une de ses anciennes MDic qui est assassinée. Donc, du coup, il va replonger dans les bas-fonds de Paris, dans les bars, dans les boîtes. Donc, du coup, j'en dis pas plus, mais c'est super. Donc, voilà, c'est Les cicatrices de la nuit d'Alexandre Galien. En tout cas, monsieur, est-ce que je peux rajouter juste un mot? Parce que Nathalie m'a demandé de présenter des poches, et moi j'avais envie de parler d'un livre qui n'est pas un poche, et d'un homme qui paraît assez peu en poche, mais qui est un auteur pour moi extraordinaire, français, totalement méconnu, et totalement injustement méconnu. Là, on va peut-être en entendre parler, parce qu'il a signé la préface des Chroniques du temps perdu de Jean-Patrick Manchette, qui ressortent aujourd'hui, enfin qui sont sortis il y a un mois aussi. C'est Richard Morgiève. J'aimerais, vraiment, c'est un souhait que j'ai. J'aimerais que chaque libraire en France relise un Richard Morgiève, parce que c'est du roman plus ou moins noir. Ça a souvent été classé dans le noir. C'est édité par Joël Dosfeld. Et c'est franchement, là aussi, une écriture magnifique. Et moi qui ai vraiment envie de défendre ces belles écritures, c'est pour ça que j'étais content de faire ça avec Niels. C'est pour ça que je vous ai parlé de Valentine Imhoff. Et ben, j'aimerais qu'on relise du Richard Morgiève. Voilà. Alors, on a tous entendu le message, moi la première, donc je vais aller lire. En tout cas, il faut lire aussi Le Neutrino de Majorana qui est en librairie. Donc, je conseille à tous nos lecteurs qui nous regardent et à nos amis lyonnais de la librairie de Jean-Pierre d'aller chercher le livre de Niels parce qu'il faut le lire. Moi, je ne l'avais pas lu, donc je vais aller le lire aussi. Donc, merci Niels d'avoir été avec nous ce soir. Merci Jean-Pierre d'avoir si bien animé et parlé de ta passion des romans noirs. Je rappelle que demain, on va changer d'univers. On va partir dans la BD où on sera à 19h avec Stéphanie Trouillard pour une BD qui s'appelle BD où il y a des photos, c'est mis sous forme de BD. Si je reviens un jour, édition Les Ronds dans l'eau. Donc, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle soirée et puis longue vie à ton livre, Niels. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Et continuez comme ça, c'est super.